Notre invité ce matin, Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Député européen, je vous parlerai de Sylvie Goulard tout à l'heure, mais regardons la situation internationale, notamment le nord-est de la Syrie avec cette offensive militaire turque. J'ai vu Donald Trump proposer une médiation, un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Est-ce que les Américains ont encore une influence? Mais les Américains ont perdu toute influence. En un coup de fil, Erdogan a retourné Trump. En un coup de fil, il a obtenu le retrait. En un coup de fil, il a obtenu la validation de son offensive. Mais de quoi on parle là? On parle des gens, les Kurdes, qui nous ont aidés sur le terrain à vaincre Daesh. Sans eux, il n'y a pas de victoire contre Daesh. Ils ont perdu 11 000 combattants, et combattantes d'ailleurs, parce que chez eux, les femmes combattent aussi. 11 000 combattantes et combattants dans la guerre que nous menions contre l'État islamique et les terroristes djihadistes. Et aujourd'hui, on les jette par-dessus bord, on les met à la poubelle, et on a Donald Trump qui explique que, bah oui, Erdogan a le droit de les envahir, puisqu'ils participaient pas au débarquement en Normandie en 1944. On assiste à un moment lunaire. Non seulement c'est un crime moral, un scandale éthique, un scandale politique, on traite pas ses alliés comme ça, mais en plus, c'est extrêmement dangereux pour notre sécurité. Là, le souci des droits de l'homme et le souci de la sécurité se rejoignent. Il y a 11 000 prisonniers. Vous savez ce que répond Erdogan à l'Europe? On va parler de l'Europe et du rôle que doit jouer ou que peut jouer ou que peut. On ne sait pas si l'Europe peut aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, mais vous savez ce que répond Erdogan? Dit aux Européens, mais attendez, moi j'ai 3 600 000 réfugiés syriens sur mon territoire. Si vous continuez, eh ben je vous les envoie. Et vous avez vu comment il nous traite? Déjà comme il traite ces migrants, il les traite, ces réfugiés syriens, il les traite comme des pions qu'on peut balancer comme ça pour ennuyer l'Europe, pour envahir l'Europe. Mais deuxièmement, il nous traite nous comme des chiffres molles, on est ses otages. C'est-à-dire que là, il nous parle comme on parle à ses esclaves. Et à un moment, faut se poser la question. On est l'Union européenne. On est le premier marché du monde. On va pas se laisser traiter comme ça par un tyranno turc. Il y a un sursaut qui est absolument nécessaire. Je veux dire, on peut pas gueuler contre Poutine parce qu'il nous fournit du gaz. On peut pas gueuler contre Erdogan quand il envahit le Kurdistan syrien parce que il a les réfugiés sur son sol. On peut pas gueuler contre les Chinois parce que ils nous construisent nos iPhones. Et à un moment, on peut plus rien dire sur personne dans ce cas-là. On a un continent de consommateurs endormis et on doit se plier aux volontés de tyrans à nos frontières. Mais ça marchera pas comme ça. L'Europe doit se ressaisir. Mais que peut faire l'Europe là? J'ai vu la France et plusieurs pays européens qui sont intervenus au Conseil de sécurité de l'ONU en demandant à la Turquie l'arrêt de cette action militaire. Demander au Conseil de sécurité de l'ONU, ça n'a que peu d'effet. Raphaël Glucksmann. L'Europe, c'est le premier partenaire commercial de la Turquie. La Turquie veut une union douanière plus poussée avec l'Europe. Il est possible pour l'Europe de faire pression en retour. Il est possible d'envisager des sanctions contre les personnalités du régime Erdogan qui sont liées à cette invasion du Kurdistan syrien. Il est possible, enfin, de questionner la présence de la Turquie dans l'OTAN. Je veux dire, c'est notre allié. Là, on se retrouve dans une situation tellement lunaire. On a un allié de l'OTAN qui fait la guerre contre nos alliés sur le terrain contre le terrorisme islamiste. Et on est là, on regarde, on condamne, mais on a des moyens d'action. Et pour ça, pour que l'Europe puisse avoir une voix, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui se joue aujourd'hui, c'est que les États-Unis, en fait, mettent fin à leur hégémonie sur la planète. Mais c'est la fin d'un empire. La fin des hégémonies, notamment de l'hégémonie américaine. Voilà, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Avec la naissance d'hégémonie régionale. Ça se termine en farce. Hégémonie ça se termine turque, par exemple. Farce à Washington, avec les tweets de Donald Trump, mais en tragédie sur le terrain. Et ce qu'il faut, c'est que l'Europe arrête d'être un continent d'adolescents. Pendant 70 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a vécu comme des adolescents pourri gâtés. On s'est dit, on peut faire nos manifs US Go Home, mais à chaque crise, il y a le parapluie américain, on va aller se réfugier derrière les États-Unis. On se rend compte aujourd'hui que les États-Unis n'assumeront plus ce rôle et qu'il est temps de se conduire en adulte. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pousser pour qu'il y ait une diplomatie commune européenne, qu'il y ait une défense commune européenne, qu'il y ait une armée européenne, qu'on parle d'une voix, qu'on soit capable aussi d'affronter des questions autres que les déficits budgétaires, mais la création d'un instrument de défense européen, la création d'une diplomatie commune, du hard power et pas simplement des petites phrases. Et ça, c'est l'enjeu du mandat qui vient. Et on met notre force nucléaire au service de l'Europe. Alors ça, c'est quelque chose qui va beaucoup choquer les Français, mais moi je suis infiniment convaincu que si on veut que la France reprenne un rôle moteur en Europe, il va falloir affronter la question de la défense et que dans la question de la défense, il y a la question de la mutualisation de la dissuasion nucléaire. Vous savez, on n'arrête pas de dire mais les Estoniens, les Polonais ne veulent pas d'une Europe sociale ou écologique comme nous la voulons.
Mais il faut aller leur proposer ce qu'eux désirent. Pourquoi est-ce que les Polonais, ils achètent des avions américains? Parce qu'ils pensent que c'est les Américains qui vont protéger leurs frontières si un jour la Russie décide de les envahir. Eh bien, nous, Français, nous avons un argument de poids aujourd'hui, qui est de dire les Américains ne sont plus fiables, Donald Trump n'est pas un allié fiable, nous pouvons être un allié fiable, mais à une condition, c'est que vous changez votre politique sur l'aspect social, l'aspect écologique de l'Europe. Et il faut proposer aux pays de l'Est européens ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un bouclier nucléaire. Une dissuasion nucléaire mutualisée, évidemment. C'est ça un bouclier nucléaire que la France mettrait au service de l'Europe. Bien sûr, c'est ça l'avenir de la défense européenne. C'est ça l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui, il y a un choix très simple. Soit on se replie sur les nations et on se rend compte de quoi? Que la France, ou l'Allemagne d'ailleurs, seule, mais elle pèse quoi face à Poutine, face à Erdogan, face à Trump? Elle pèse rien. Le problème, c'est que l'Europe qui pourrait peser, puisqu'elle est le premier marché, puisqu'elle est une puissance économique massive, puisqu'elle a une puissance financière énorme. Et une puissance militaire. Et l'Europe pourrait peser, mais elle ne pèse pas parce qu'elle n'a pas justement de puissance politique et de puissance militaire. Et il est temps que la France prenne un rôle moteur pour construire cette puissance politique et cette puissance militaire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va contrebalancer l'influence de l'Allemagne en Europe. On se plaint toujours des Allemands, les Allemands sont trop puissants, les Allemands sont trop puissants. Mais sur le plan économique, on n'arrivera pas, soyons francs, on n'arrivera pas à rivaliser avec l'Allemagne tout de suite. Par contre, politiquement, militairement, on a des choses à offrir à l'Europe que l'Allemagne n'a pas. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hégémonie américaine est en train de disparaître dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des hégémonies, émergence d'hégémonies régionales. Ben, pourquoi pas l'émergence d'une hégémonie européenne, une forme d'hégémonie européenne? Non, c'est même plus une hégémonie en fait, c'est une puissance. C'est une puissance. On est dans un monde multipolaire là. Aujourd'hui, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est que on va en parler avec ce qui s'est passé concernant Sylvie Goulard. Mais la France et l'Allemagne dirigeaient l'Europe. C'est fini. Mais c'est fini ça aussi. C'est fini. L'Europe, c'est 28 pays. Mais c'est l'erreur fondamentale de tous les présidents français. Tous les présidents français, c'est pas seulement Monsieur Macron. Tous les présidents français ont cru que, en posant avec la chancelière allemande ou avec le chancelier allemand auparavant, eh bien, ils rehaussaient la France et portaient la France au niveau, en gros, de l'Allemagne pour diriger l'Europe, co-diriger l'Europe. La vérité, c'est que c'était l'Allemagne qui décidait et que le président français, c'était un peu la courtisane qu'on met sur la photo. Mais ce condominium ne fonctionne plus en Europe. On l'a vu, on le voit sur la Commission, on le voit partout. Aujourd'hui, il y a une révolte des petits pays, des députés, des gens qui refusent justement qu'on leur dicte leur conduite. Et il faut que l'Europe se rende compte que c'est pas simplement l'Allemagne qu'il faut avoir dans sa poche pour mener une politique française en Europe, mais c'est les 27 autres pays, les 26 autres pays, et bientôt peut-être seulement 25, qui ont leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'il faut réellement changer de lunettes, en fait. Quand on regarde le monde, il faut oublier l'hégémonie américaine, c'est fini. Et Trump, c'est pas un épiphénomène. Le retrait américain va continuer après Trump. Donc, il faut arrêter de penser Obama avait commencé d'ailleurs. Bien sûr. Trump, en fait, il conduit de manière extrême et il poursuit de manière un peu désordonnée, chaotique, cynique, atroce, en l'occurrence sur le Kurdistan. Une politique qui avait déjà été initiée, qui était une politique de retrait américain. Donc l'Europe doit s'affirmer, mais l'Europe s'affirmera pas simplement autour de la France et de l'Allemagne. L'Europe, c'est pas que la France et l'Allemagne. En Europe, il y a l'Espagne, il y a la Pologne, il y a les pays de l'Est, il y a les pays du Nord. Et donc, il va falloir réellement faire un pas supplémentaire. On passe de la cogestion franco-allemande à une gestion réellement européenne. Ça explique l'échec de Sylvie Goulard et l'échec d'Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est un échec diplomatique? C'est un échec démocratique? C'est un échec... C'est quoi? Comment le qualifiez-vous? C'est d'abord l'échec de l'arrogance. C'est l'échec de l'arrogance d'Emmanuel Macron. Tous les signaux qui venaient de Bruxelles disaient la même chose. Elle ne passera pas. Et c'est pas une revanche de tel ou tel groupe politique. C'est la fronde, elle part d'abord des pays, des députés des pays du Nord qui sont scandalisés qu'on puisse envoyer à Bruxelles une commissaire qui peut pas être ministre en France. Mais elle n'est pas mise en examen. Elle n'est pas mise en examen. Mais et la présomption d'innocence existe. Oui, mais vous avez vu bien sûr, mais vous avez vu le portefeuille. Ce qui a le plus choqué d'ailleurs, c'est l'histoire du think tank. Le portefeuille de Sylvie Goulard, le marché intérieur, l'industrie de la défense. Et vous avez une personne qui a vendu son carnet d'adresses, parce qu'elle n'a pas fait autre chose pour ce think tank américain d'un financier vautour, qui a vendu son carnet d'adresses à un financier américain. À 10 000 euros par mois. À 10 000 euros par mois. Comment vous pouvez, quand vous êtes une députée lambda du Parlement européen, lui faire confiance sur l'éthique pour un portefeuille aussi important? Et donc, il y a eu une fronde réelle. Et ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron, qui n'a pas l'habitude en France qu'un Parlement lui résiste, n'a pas du tout anticipé
qu'un Parlement pouvait résister. Mais c'est ça un Parlement, c'est des députés qui parfois votent en leur âme et conscience. La réaction qu'il a eue hier était très très explicite sur sa conception de la politique et sur sa propre surprise. Il dit mais je comprends pas. J'avais dealé ça avec von der Leyen et avec 2 présidents de groupe. Oui. Donc tout devait passer, parce que les députés sont des godillots dans la tête de Monsieur Macron. Ben non, des fois il y a ce qu'on appelle une démocratie parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a des députés qui posent des questions, quand ils n'ont pas des réponses, ils votent en leur âme et conscience, c'est dicté par personne, mais ils ne votent pas pour quelqu'un qui ne présente pas les garanties sur le plan éthique que eux attendent. Et ça c'est une surprise, c'est vrai que dans la 5e République on n'a pas l'habitude de ça quand on est président français, et c'est vrai que Monsieur Macron en particulier avec sa majorité godillot au Parlement n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Un Parlement ça existe, la démocratie parlementaire ça existe, et c'est donc une affirmation, à mon avis, importante du Parlement européen. Alors, quelle candidate ou quel candidat la France doit-elle choisir maintenant ? Déjà une candidate ou un candidat, mais a priori ce sera plutôt une candidate. Plutôt une femme, oui. Voilà, sans casserole. Enfin, sans doute sur le plan éthique. Ensuite, il va falloir aller vite parce que je crois que c'est le 24 octobre qu'il faut. Mais avant le 24 octobre. Qu'en France, il y a plein de gens qui peuvent remplir ce rôle. Simplement, vous avez une candidate ou non ? Non, de toute façon, vous savez, en Europe, le système, c'est que c'est les gouvernements. Oui, ce sont les gouvernements qui décident. Ça vous aura pas échappé. Je suis pas dans ce gouvernement-là. Je ne le soutiens pas. Donc, c'est pas moi qui vais choisir la candidate ou le candidat, mais la candidate d'Emmanuel Macron. Simplement, il faut faire attention sur le plan éthique. C'est d'abord ça l'enjeu. Et deuxièmement, il va falloir quand même considérer l'audition au Parlement comme autre chose qu'une simple formalité. La première fois que Sylvie Goulard est arrivée devant le Parlement, elle pensait que c'était acquis. Elle est arrivée en disant en gros vous signez là parce que on sait très bien tout cela que c'est fake. Non, c'est pas fake. C'est pas fake, ça vit. Moi j'ai participé à des auditions parlementaires. Honnêtement, il y a des leçons à recevoir du Parlement européen en France parce que vous posez une question à un parlementaire, déjà il est dans la fosse, vous posez une question dure, il répond, mais vous avez après à nouveau la parole. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de la réponse du parlementaire, vous continuez à le cuisiner jusqu'à ce qu'il lâche ce que vous voulez qu'il lâche. Eh bien ça, c'est un modèle de démocratie parlementaire dont on n'a pas l'habitude en France et qui serait bon d'importer d'ailleurs. Halle, en Allemagne, l'Holocauste n'a jamais existé. Les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes. Qui dit cela ? Le terroriste d'extrême droite néo-nazi qui a tué 2 personnes devant une synagogue et dans un restaurant turc. Il a 27 ans. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que nous revivons en Europe. À Halle, dans l'est de l'Allemagne, on croise dans les rues des militants qui sont avec un porte-voix, des militants d'extrême droite qui crient des insultes, qui menacent les étrangers, tous les étrangers. Vous êtes inquiet ? Bien sûr que je suis inquiet. Et j'espère que vous aussi vous êtes inquiet. Tout le monde doit être inquiet. Il y a une libération de la haine aujourd'hui, qu'elle soit d'ailleurs djihadiste ou d'extrême droite. Il y a une libération de la haine. Elle se ressemble ? Bien sûr qu'il y a un fond commun. Dans cette haine de l'autre, de la démocratie, dans cette haine de ce qui nous fait vivre ensemble, il y a un fond commun. Il y a un fond d'extrême violence, de terrorisme, de quête d'une pureté qui s'oppose en tout point avec la cohabitation que forment nos sociétés. Et il y a une montée comme ça aux extrêmes qui est extrêmement périlleuse, qui est dangereuse. Et il y a urgence en fait à redonner du sens à nos institutions démocratiques, à redonner de l'autorité aux institutions publiques, à faire en sorte aussi qu'on arrive à contrôler ce déferlement de haine sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a libéré la parole, c'est les réseaux sociaux, l'anonymat sur les réseaux sociaux. On peut tout dire, Auschwitz n'a pas existé, je veux tuer tous les Arabes et tout ça. Tout est possible, on dit tout. Et simplement, à un moment, on passe de l'anonymat du compte Twitter à la rue. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Je sais qu'elle va peut-être choquer, mais peu importe, je m'en moque. Est-ce qu'un discours comme celui d'Éric Zemmour encourage le terrorisme d'extrême droite ? Mais c'est le substrat idéologique de la même manière qu'un discours d'un imam salafiste. Même chose, c'est la même sorte de discours. Mais quand il nous dit qu'il y a une menace d'extermination des blancs hétérosexuels en Europe, une menace d'extermination. Si vous êtes menacé d'être exterminé, Jean-Jacques Bourdin, vous faites quoi ? Vous prenez un flingue pour aller vous défendre. Parce qu'on veut vous exterminer. C'est un appel à la violence, c'est un appel à la guerre civile, c'est un appel à quoi ? C'est une idéologie qui est le substrat, la base, pour ensuite que des dingues et des fanatiques s'emparent de cette idéologie pour passer à l'acte. Il y a un problème
idéologique de l'idéologie d'Éric Zemmour, de l'idéologie de l'extrême droite aujourd'hui, qui est une préparation mentale à la violence. Oui, il y a la même idéologie que celle de l'extrémiste islamiste qui la même. Mais c'est pas la même. Oui, c'est au nom du Coran, dans la finalité. Mais c'est la même violence culturelle, politique. C'est la même quête de pureté. C'est la même apologie en fait de la violence et de la guerre civile dans les têtes avant qu'elle devienne dans les faits. Et donc il faut être extrêmement ferme face à ces deux cultes de la haine. Mais extrêmement ferme. Alors revenons à ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, extrêmement ferme, mais la gauche n'a pas toujours été extrêmement ferme. Raphaël Glucksmann, avec l'idéologie islamiste. Vous en conviendrez. Mais c'est une erreur. On a confondu deux choses. D'un côté, l'humanisme et la nécessité de lutter contre les discriminations, la nécessité de montrer qu'on ne laisse pas des gens crever en Méditerranée, donc on a des valeurs humanistes. Et de l'autre côté, il y a une idéologie de la haine, une idéologie islamiste qui vise clairement à faire éclater la République, à faire dégénérer ce qui est aujourd'hui ce qui sont des ghettos sociaux et culturels en bombe à retardement. Et c'est face à cette idéologie islamiste, faut être sans aucune forme de lâcheté ou de faiblesse. Est-ce que vous approuvez l'appel à la vigilance des citoyens lancé par Emmanuel Macron? Tant que ça ne devient pas une société de la délation, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder si son voisin se fait pousser la barbe ou si... Mais qu'on soit vigilant, mais évidemment qu'il faut être vigilant. On est dans une situation extrêmement tendue, il faut pas être angélique. Il y a une menace terroriste latente. On voit qu'elle peut venir de l'extrême droite, qu'elle peut venir du djihadisme. Et face à ça, il faut être extrêmement ferme. Il faut être extrêmement ferme. Mais il faut aussi faire attention, du coup, quand même, aux paroles de votre voisin d'extrême droite qui dit qu'il faut tuer tous les Arabes parce qu'il peut lui aussi prendre son fusil et aller tirer sur une mosquée. Alors, refuser de serrer la main d'une femme, c'est un signe de radicalisation? Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous seriez confronté. Mais moi, quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme, je ne sais pas s'il va devenir djihadiste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui dis, écoute mec, on n'a rien à faire dans la même chambre dans ce cas-là. Oui. Mais vous allez le signaler? Je sais pas si je suis au service de renseignement de la préfecture et qu'il refuse de serrer la main d'une femme, c'est sûr que j'ai pas envie que quelqu'un qui refuse de serrer la main d'une femme soit en charge de la sécurité de mes enfants. Ouais. Mais s'il est caissier, je vois pas pourquoi j'irais téléphoner à la police dans la seconde. Raphaël Glucksmann, le prix Nobel de la paix doit être attribué tout à l'heure. Doit-il être attribué à Greta Thunberg? Je pense que ce serait un signe extrêmement fort. Il y a une personne aujourd'hui qui a réussi à mobiliser la jeunesse autour de quoi? Pas autour d'elle-même, autour de la parole des scientifiques. Mais quand les 15 000 scientifiques dans le monde, et dans tous les journaux du monde d'ailleurs, font un appel commun et disent attention, demain il sera trop tard, vous devez agir maintenant. C'était le 13 novembre 2017. Les gens disent oh là là c'est terrible et le lendemain ils oublient. Parce que c'est 15 000 scientifiques. Et là, vous avez une jeune fille qui reprend exactement la parole de ces 15 000 scientifiques, mais qui la rend populaire auprès des jeunes, qui arrive à mobiliser l'ensemble des jeunesses de ce monde pour justement la préservation d'un monde possible. Je trouve que c'est extrêmement puissant et je trouve que toutes les critiques, les polémiques qu'on a eues en France sur sa personne, sur la manière dont elle parle, la manière dont elle parle, elle souffre d'autisme. C'était vraiment regarder le doigt quand on nous montre la lune. C'est-à-dire qu'il y a une capacité comme ça à parler du détail quand on a la grande image qui nous est donnée. Et cette grande image, c'est quand même la fin possible de notre monde. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut qu'on comprenne que les perspectives devant nous, elles sont tragiques. Et que quand il y a une perspective tragique face à soi, il faut retourner à la politique, mais de la politique dans son sens noble, pas d'être VRP des progrès du marché ou de la science, simplement de décider collectivement si on veut périr ou si on veut continuer à vivre. Et si on veut continuer à vivre, alors il va falloir transformer nos modes de production, nos modes de consommation, la manière dont on organise notre territoire et la manière dont on conçoit aussi le libre-échange à l'échelle internationale. Vous savez, il y a une enquête là du Guardian, le journal anglais, absolument fascinante. Un tiers des émissions de CO2 et de méthane depuis 50 ans, c'est 20 entreprises dans le monde. 20 entreprises pétrolières dans le monde. Dedans, d'ailleurs, il y a Total, une entreprise française. Mais face à ces 20 entreprises qui produisent un tiers de la pollution et du réchauffement climatique, il faut une main publique pour les arrêter. Il va falloir qu'on fasse
payer ces entreprises, que ceux qui polluent le plus, eh bien, payent le plus. Mais pour ça, il faut une mobilisation des sociétés pour que nos gouvernants aient enfin le courage de s'attaquer à ces intérêts particuliers qui mettent en péril notre vie collective. Merci Raphaël Glucksmann d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC BFM TV.